c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je maigris. Tu entends, ils sont encore tués, alors pour ce peuple, je les défie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Œil sur la politique. Nous avons donc le plaisir de recevoir ici monsieur John Benit Dzaba, un activiste politique, mais je ne sais pas, est-ce que c'est au niveau de la mouvance présidentielle, de l'opposition, du parti centriste? On va donc découvrir, c'est à lui de nous dire sa position exacte. Une fois de plus, bienvenue au Canada, monsieur John. Merci beaucoup, je vous remercie très sincèrement. D'accord. Alors, on aimerait un peu savoir, bon, on sait que vous avez un mouvement qu'on appelle le SACER, mais nous ne savons pas exactement sa signification. Puisque vous êtes venu ici au Canada, c'est un mouvement qui n'existe pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour l'implantation d'une antenne ici en Amérique du Nord, comme font déjà certains partis politiques? Quel est l'objectif de votre voyage ici au Canada? Ben, écoutez, je vous remercie très sincèrement. Vous m'avez accueilli ici au Canada, nous avons fait certaines démarches ici, nous avons rencontré certaines personnes. Donc je crois que pour ça, je vous remercie très sincèrement. Et nous sommes ici au Canada parce que nous comptons beaucoup sur le Canada, nous comptons beaucoup sur certains éléments qui sont ici au Canada, qui font un très grand travail. C'est ici que le grand combat contre le Nguesso a commencé, où il y a eu vraiment des actions palpables. Donc je crois que le SACER a toujours été là, mais nous sommes un mouvement de résistance. Donc vous savez bien, donc moi je me mets à jour, mais il y a certaines qu'on ne peut pas aujourd'hui. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont dans le mouvement, mais que vous connaissez. Voyez. Donc le but aujourd'hui, c'est de conscientiser les Congolais. Donc de ramener un peu ce combat-là au niveau de tous les Congolais pour que on puisse mettre tous la main à la pâte, parce qu'un grand travail a été fait, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui, nous approchons à une victoire, il faut le dire. Donc, il faut que les Congolais s'accaparent de cette victoire-là. Donc, je pense que le SACER, aujourd'hui, essaye de recenser certaines, comme on peut appeler des membres. Des braves gens, parce que ce n'est pas toujours pour qu'ils soient membres, mais nous voyons aussi le côté économique. Demain, les choses se passent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, il ne faut pas attendre que on se mette à tourner les pouces simplement, parce qu'il faut que nous ayons des gens qui ont des projets, des gens qui peuvent rentrer tout de suite en action. Donc nous sommes dans ce combat-là, on essaie de rencontrer les populations congolaises qui sont dans la diaspora, qui essayent de faire des choses, qui peuvent contribuer vraiment à cette victoire et à ce que le Congo puisse redémarrer, parce que ce n'est pas arrivé au pouvoir qu'on va chercher à mettre qu'est-ce qu'il faut à tel poste ou tel poste, mais je crois que nous menons un combat, nous devons savoir avec qui nous sommes et quelles sont les actions que chacun peut mener. Ah, d'accord, mais vous ne m'avez pas dit ce que veut dire exactement le SACER. Le SACER, c'est le service d'action civique et de résistance, voyez. Voilà, donc c'est comme on dit, civique, c'est comme vous le comprenez. Nous sommes pour le Congo, rien que le Congo, et nous devons faire à ce que tout ce qui a fait que le Congo aille mal ne soit pas dans l'écriture du SACER. Donc les gens sont sincères, les gens qui aiment le Congo, c'est ce que nous voulons autour du SACER. Mais combien de membres avez-vous exactement au niveau de l'Europe? Parce qu'au Canada, on ne touche pas encore le côté Canada. En termes de membres, vous savez, c'est difficile, parce que déjà pour le moment, vous savez que nous sommes un mouvement de résistance, donc la direction en elle-même, elle n'est pas publiée, vous voyez. Mais vu les actions que nous menons, nous savons que nous avons une grande partie des gens, des sympathisants, qui contribuent. Ils nous aident dans nos voyages, ils nous aident dans tout ce que nous faisons. Donc déjà, pour ce que nous faisons au Congo et ici, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, nous nous sommes fait remarquer. Donc je crois que il y a beaucoup de gens qui sont autour,
partout où nous allons, nous sommes accueillis, les choses se passent bien, les gens nous accueillent, ils financent, ils nous reçoivent comme il faut. Donc je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas à se plaindre, le SACER est installé. D'accord, merci. Avant d'aller un peu plus loin avec nos questions, moi j'aimerais d'abord savoir, est-ce que vous avez un mot pour le défunt, en fait, un éminent opposant de la diaspora que vous venez de perdre? En l'occurrence, je fais allusion à monsieur Victoire Kiwangou. Est-ce que vous avez un mot pour cette perte? Vous savez que chaque fois qu'on perd un élément comme ça, on se dit, parfois on se pose des questions pour dire est-ce que il fallait, mais bon, la mort est faite pour nous tous et je crois qu'elle arrive, il n'y a jamais de beau moment, mais il faut, c'est arrivé pour lui, il était malade, donc il faut saluer son action et que je salue très sincèrement parce que c'est quelqu'un de dynamique avec lequel j'ai souvent discuté, on a mené quelques actions, donc aujourd'hui il est parti. Vraiment, il faut lui rendre hommage très sincèrement. La diaspora, on va essayer de s'impliquer, faire le nécessaire, faire à ce que les choses se passent assez bien, oui. Que sa famille aussi reconnaisse aussi que le combat qu'il a mené, qu'il y a eu des amis qui sont autour. Donc je vois que nous avons ce devoir-là. Ouais, pour le reste, vraiment, c'est quelqu'un qui comptait beaucoup dans la diaspora, dans ce combat-là. Et il est parti, mais aussi, nous avons d'autres qui vont arriver, qui vont mener ce combat. Donc, ce combat, nous allons l'amener jusqu'à la fin. Chacun de nous a son bout de chemin. Lui, il en a fait le sien. Et il l'a marqué. Et je crois que, très sincèrement, je fais hommage. D'accord. C'est dur de perdre un être comme ça. L'autre question que j'aimerais vous poser, puisque dans votre réponse, vous avez essayé de dire que vous êtes nombreux, ceux qui se battent pour la libération du Congo en Europe, tout comme ici, mais j'ai constaté que vous vous attaquez non seulement au pouvoir de Brazzaville, mais vous avez maintenant l'habitude de vous attaquer aussi aux autres opposants. En lisant même dans les réseaux sociaux, je crois qu'il y a des gens qui vous traitent un peu d'être un homme qui voit des traîtres partout, même au sein de votre propre organisation. Bon, quand je parle de l'organisation, je vois beaucoup plus l'opposition de la diaspora. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, vous savez, notre combat, nous le menons et notre combat est sincère. Et nous savons avec qui nous le menons. Donc, vous savez, à Paris, c'est différent d'ici. À Paris, il y a de tout. Donc, chacun peut venir aujourd'hui se dire qu'il est opposant, mais c'est tellement simple aujourd'hui de se dire opposant. Mais nous avons des méthodes, nous savons que nous menons des actions, et dans ces actions, nous savons avec lesquelles nous menons. Parce que quand quelqu'un se prend pour un opposant, ça veut dire qu'il doit contribuer à la chute de M. Sassou Nguesso, à la chute de ce régime. Donc, nous, tous ceux qui mènent ce combat-là, nous les connaissons et nous sommes ensemble. Il y en a qui viennent, qui mènent des actions, comme il y en a qui mènent des actions mais qui ne sont pas là avec nous, comme je vous ai dit. Ils nous soutiennent, chaque fois il y a des choses à faire, ils nous soutiennent. Donc, je crois que l'amalgame que certains font, dès que quelqu'un fait allégeance à Sassou, on dit oui, l'opposition, il faut faire cette différence parce que c'est trop facile de crier aujourd'hui, de dire que je suis opposant. Mais pour moi, l'opposition, c'est dans les actes, et dans les actes, nous nous retrouvons. Donc c'est pour ça que souvent j'essaie de faire cette différence-là parce que souvent ça prête à confusion et on nous repose sur les mêmes questions et c'est pas ce que nous voulons. D'accord. Alors parlons donc de cette opposition, de ces attaques que vous faites souvent au niveau d'autres opposants. Nous remarquons qu'aujourd'hui il y a deux mouvements de la conférence internationale. Nous avons un mouvement mené par M. Boukadia et un autre mouvement mené par M. Adrien Wabaluku. Les deux prennent toujours un peu le dialogue international ou dialogue national bis, quelque chose comme ça. Mais j'ai comme l'impression que vous vous opposez carrément à ces deux mouvements-là. Est-ce que le dialogue avec le pouvoir de Sassou pourrait essayer un peu d'assouplir en fait la misère du peuple congolais ne serait pas aussi une solution? Non, mais écoutez monsieur, on n'entrera pas dans leur démarche. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais on constate que c'est fait simplement à dessein, c'est fait simplement pour embrouiller, c'est fait simplement pour distraire les gens. Vous voyez,
Mais s'ils veulent un dialogue avec Sassou, c'est très simple. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont un certain nombre. Ils peuvent aller voir M. Sassou pour le dialogue. Mais la manière qu'ils font, ils savent bien que M. Sassou Nguesso n'est pas dans cette logique-là. Voyez. Donc, moi, je crois que c'est ça qui fait la différence. Donc, il y en a que je considère qui sont en mission parce qu'ils savent que ça peut se faire avec M. Sassou Nguesso. Ils savent que M. Sassou Nguesso ne peut pas respecter ses engagements. Et ça ne sera pas la première fois. Donc, tous ceux qui veulent aller au dialogue, nous, on les considère, c'est comme des gens que M. Sassou a mis en mission pour essayer de récupérer des opposants et les ramener vers M. Sassou Nguesso. Mais nous les combattons parce que nous savons que nous avons déjà fait un grand travail qui a amené M. Sassou Nguesso, que je dirais qui est presque aujourd'hui financièrement, M. Sassou Nguesso à un genou parce qu'il y a un travail qui s'est fait par un certain groupe. Donc, ce n'est pas demain qu'on va repartir vers M. Sassou Nguesso pour chercher des postes ou quoi que ce soit. Donc, nous sommes déterminés, nous, à faire partir Sassou Nguesso par tous les moyens et pour cela, nous sommes là et on ne cédera pas. Maintenant, tous ceux qui pensent que c'est le dialogue, qu'ils aillent faire le dialogue. Mais je constate que M. Mboukadia qui a fait le tour, j'allais dire le tour du monde, jusqu'à aujourd'hui, on n'entend plus parler. Hein, et la conférence internationale dont il parle, c'est de la fumée aux yeux. Et bon, mon frère Wawaluku, on en a discuté. Donc, on discute beaucoup avec lui. Mais je crois que nous devons continuer. Il ne faut pas se détourner de nos objectifs. Nous avons commencé et le travail se fait, il y a des résultats qui se font. Aujourd'hui, il y a juste que certaines personnes au pays prennent le relais et que les choses se fassent pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Donc, vous voyez bien qu'il est en train de errer partout ici, il arrive partout où il passe, sur le plan international, il est bloqué, parce que nous faisons un travail. Donc, nous croyons à ce que nous faisons, mais ce n'est pas de l'illusion, on ne peut pas être là à courir derrière M. Mboukadia pour, à la fin, aller dans les mains de M. Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce que vous proposez de bon, finalement? Et au moins, ils essaient de trouver une solution. Vous, qu'est-ce que vous proposez à la place? Nous sommes dans une logique de bloquer M. Sassou Nguesso, de le faire partir. Donc, nous avons fait un travail, comme on dit, on continue à faire un travail. Financièrement, il a été bloqué. Aujourd'hui, sur le plan international, le travail a été fait, il a été bloqué. Donc, nous sommes en train de faire un travail sur le terrain pour qu'il y ait un soulèvement populaire, qu'il y ait vraiment, comme on dit, un départ immédiat de M. Sassou Nguesso. Et ça peut se faire parce que nous avons des gens sur le terrain qui essaient de faire, on trouve des solutions. Mais je crois qu'un jour à l'autre, ça ira. C'est le seul moyen de faire partir M. Sassou Nguesso et de rétablir la liberté au Congo-Brazzaville. Ah, ça c'est des solutions que vous préconisez. Parlons toujours de cette situation d'apaisement de la politique et tout. Nous avons remarqué que M. Paulin Makaya venait d'être libéré. Et il y a aussi, soi-disant, M. Toubouge, Okombi Salissa, qui a été aussi libéré. Quand je dis soi-disant, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il n'est pas libéré, d'autres disent qu'il est libéré, donc on n'a pas vraiment une information sûre là-dessus. Et il y a aussi le général Moukoko qui est encore en prison. Non pas seulement le général Moukoko, mais nous avons encore d'autres personnes qui sont en prison. Et quel est votre avis par rapport, non pas avis, mais quelle est votre position, votre point de vue par rapport à la libération de Paulin Makaya que vous avez crié haut et fort, vous êtes poumonné pour ça, maintenant aujourd'hui il est libre? Écoutez, ça c'est un combat que nous avons mené. Il y a eu sa femme avec laquelle on travaille très sincèrement. Aujourd'hui, on a mené toutes les démarches pour qu'il puisse quitter le Congo. Voyez. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Sassou Nguesso, tout ce qu'il veut, c'est ramener monsieur Paulin Makaya en prison. Donc, lui pousser à faire une faute afin qu'il reparte en prison. Donc, pour moi, il n'a pas encore été libéré parce qu'il faut qu'il soit libre, qu'il puisse voyager. Vous avez vu comment il a été humilié dernièrement à l'aéroport, alors qu'il avait tous les moyens de voyage. Et les moyens, c'est des passeports de la Grande-Bretagne quand même. Vous voyez. Donc, il avait tout. Et là, je vous dis simplement, je vous informe, on a encore ajouté certaines pièces. Donc aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est avisé, la police a avisé... de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. Et a avisé, tout le gouvernement de Sassou Nguesso a avisé par l'ambassade de la Grande-Bretagne. Donc il va
une fois de plus, il va essayer de partir aujourd'hui, là, que je vous dis ce soir, par le vol d'Air France. Donc on verra bien. Mais aujourd'hui, je considère pour moi qu'il est toujours en prison, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la prison à ciel ouverte, comme M. Boireau est dans une prison à ciel ouvert. La même chose pour Mme Onari. Vous voyez, donc, M. Sassou Nguesso, il veut soumettre cela à M. Paulin Makaya. Voilà. Donc, je crois que ça, il faut quand même parfois que M. Sassou Nguesso se rende compte que c'est tous ces problèmes-là qui font qu'il ne soit plus crédible à l'étranger. Vous voyez, partout où il passe, on ne le considère plus simplement parce qu'il ne tient jamais à ses engagements. S'il y a une justice dans son pays, qu'il laisse Paulin Makaya libre. Nous avons aujourd'hui M. Okombi Salissa, comme vous dites. Bon, moi je n'ai pas l'information, sinon il m'aurait peut-être appelé aussi, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre et il se retrouve toujours à la DST. Voyez. Est-ce que vous avez essayé de le contacter? Mais comment le contacter? Non, on ne peut pas le contacter. C'est M. Sassou Nguesso qui le gère comme il veut. Il lui fait subir des humiliations là-bas comme il peut le faire. Donc, M. Sassou Nguesso est dans une logique de la punition, vous voyez, de la punition. Donc, il pense qu'il est là, c'est le maître, donc il punit M. Mokoko, qui punit M. Okombi Salissa et bien d'autres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour le cas de M. Mokoko, c'est un homme aujourd'hui qui est malade, qui devrait maintenant bénéficier des soins. Donc, nous constatons que M. Sassou est dans cette logique-là où il entraîne des prisonniers vers la mort. Vous voyez, parce que quand il y a un prisonnier, il a droit à des soins. Nous, on voudrait qu'il y ait des experts qui passent évaluer la santé de M. Mokoko pour savoir s'il peut bénéficier des soins. Parce que ce n'est pas normal qu'on le garde comme ça et il ne sort même plus de la cour et ce n'est pas normal. Donc, je suis dans cette logique-là, comme je vous l'ai dit, M. Sassou Nguesso est dans une logique de punition. Mais nous continuons à travailler, nous continuons à mettre cette pression qui a fait que M. Paulin Makaya sort de la prison. Donc M. Mokoko sortira aussi, qu'il ne le veuille ou pas. Il y aura cette pression-là. Il n'y a pas seulement M. Mokoko, vous avez aussi Marie Ngouabi qui est là. Non, quand j'en parle de Mokoko, c'est tout ce monde-là, M. Ngouabi, tous ceux qui sont derrière, vous voyez, qui n'ont même pas été jugés, qui n'ont même pas été entendus, alors qu'ils ont été arrêtés par rapport à la situation de Mokoko. Les choses vont certainement se faire de façon progressive. Non, ce n'est pas de droit. Le président Sassou Nguesso pourra libérer un à un. Non, mais c'est pas à lui de dire, c'est au droit. C'est pas M. Sassou Nguesso, premièrement, comme il le fait, mais c'est un monsieur qui ne croit en rien. Tout ce qu'il... Il y a la grâce présidentielle aussi qui est là. Mais écoutez, on n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Il doit se faire la grâce lui-même. Donc, je crois que nous menons notre combat et ça ne nous décourage pas. Oui. Monsieur Makaya va partir, et qu'il ne veut pas, il sortira de ce pays-là. Et il reviendra au bon moment. Donc, nous travaillons et je crois que tout ce que nous faisons, c'est à la lumière. Et le Congo, comment on appelle ça, les institutions internationales sont au courant, il n'y a rien qui se cache. Ici, comme vous l'avez vu, nous avons interpellé le gouvernement canadien pour cela. Donc, moi, je crois que le combat que nous menons est juste. M. Mokoko, le général Mokoko, et tout ce monde, tous ceux qui sont en prison vont sortir sous la pression, mais pas par la grâce de M. Sassou Nguesso. D'accord. Alors, vous avez crié haut et fort, tous les opposants, ça devient comme une sorte de musique, une sorte de projet, parce que c'est ce que vous reprochent en général certains Congolais de la diaspora pour dire, mais vous n'avez pas de projet de société, vous êtes là juste pour le tout contre Sassou. Vous avez crié pour le pôle, et aujourd'hui, il y a quand même une paix qui est là-bas, il y a le ramassage des armes. Hier, je voyais encore dans les informations dans les sites gouvernementaux, il y a 8000 et quelques armes, je crois, si je dois vérifier un peu le nombre ici, il y a 8007 armes et explosifs qui ont été ramassés dans le pool. Et donc la situation s'améliore un peu petit à petit, mais on n'entend plus M. Ntoumi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez au moins des informations sur ce qui se passe exactement dans le pôle? Non, vous savez, l'opposition que nous sommes, nous crions et nous savons pourquoi nous le faisons. Vous savez, le Congo est un pays qui était classé au niveau international. Donc,
on n'entendait pas et on n'en parlait pas. Oui. Simplement, je l'ai toujours dit, je le répète, M. Sassou Nguesso payait des gens pour qu'on ne parle pas du Congo. Voyez? Donc nous avons fait ce travail-là aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une situation au Congo, l'international, sur le plan international, ils sont avertis très rapidement. Voyez? Et on a des gens qui nous répondent, qui nous suivent. On a des gens sincères. Donc, je crois que crier, c'est toujours important. Aujourd'hui, pour l'affaire du Poul, nous avons crié, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a eu la conférence sur le génocide du Poul. Voyez, donc il y a bien d'autres. Il y a les assassinats, nous avons tous ces documents-là. Nous allons mener des procès. Voyez, donc tout ça, ça nous a permis à ce que les gens nous fassent confiance, que les gens nous amènent des informations. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour plaquer M. Sassou Nguesso, pour faire à ce qu'il ne soit reçu nulle part à l'international. Donc, moi, je crois que le combat continue. Il faut chaque fois crier, il faut chaque fois faire le nécessaire et nous nous faisons entendre. C'est ça l'essentiel. L'objectif, c'est de se faire entendre. Donc, vous parlez de projets de société, vous parlez... Mais écoutez, nous sommes en pleine résistance, vous voyez. Dans la résistance, ce qu'on cherche, c'est la libération d'un pays. La résistance, ce qu'on cherche, c'est à ce que les Congolais se déterminent, que les Congolais comprennent que leur pays est en danger et qu'ils prennent ce pays-là en main. Et les solutions viendront, vous voyez. C'est la liberté qui... Il n'y a pas mieux que ça. Vous voyez, il y a eu ici la guerre mondiale. Les gens ont combattu dans la guerre mondiale. Vous voyez. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, il y a plein de projets. Il y a plein de projets, mais pour le moment, il y en a qui travaillent dans ce sens-là. Mais il y en a qui, aujourd'hui aussi, comme on dit au Congo, ne pensent pas projet, mais pensent libération de M. Sassou Nguesso, pensent les actions qu'il faut mener pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous combattons pour la liberté, pour la justice, pour un Congo juste et libre. Vous voyez? Donc c'est tout cela qui va apporter le bien du Congo. M. Nzaba, en fonction donc de ce que vous avez dit, que la population doit se prendre en charge, c'est vrai de le dire. Les opposants le disent souvent. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est ce que j'entends parce que je discute souvent avec la population, les citoyens congolais. Ceux qui sont là-bas sur le pays, au pays plutôt, ils ont peur. Ils ont des familles à nourrir. Déjà, ils ont du mal à nourrir leurs enfants et toute la famille. Et ils ne veulent pas se sacrifier pour les opposants. Parce qu'on a vu pendant la guerre, après la guerre, ceux qui ont eu le pouvoir, tous ces bénéfices, ce n'est pas la population, mais ce sont les politiciens, les guerriers. Alors, la population ne veut pas encore faire cette chose-là pour vous donner le pouvoir et demain, vous allez encore faire... vous allez encore leur tourner le dos. Non, mais ça c'est... C'est ce qu'ils vous reprochent. Non, ça ne peut pas être possible. Et même aujourd'hui, je vous le dis, s'il y a des gens qui se comportent comme, de telle manière, les Congolais se lèveront. Vous voyez? Parce que nous souffrons, les Congolais souffrent, les Congolais dont vous parlez souffrent aujourd'hui. Donc, quand je dis de prendre les choses en main, ça veut dire que si jamais il y a une victoire, c'est la leur. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, avec toutes les mesures que ça se prend pour humilier les Congolais, vous imaginez qu'un conseil de ministres, qu'on vienne parler de telles personnes qui étaient en bar, alors que nous savons tous que vous allez dans un ministère au Congo, le ministre n'arrive pas avant 12 heures. Et quand il arrive à 12 heures, il repart à 13 heures. On ne le voit pas pratiquement. Les simples signatures, là, on les obtient après un mois. Voyez? Donc, il commence d'abord par mettre de l'ordre là-bas. Et ça, nous connaissons M. Sassou Nguesso, il ne peut pas le faire. Donc, c'est quelqu'un qui s'attaque simplement à des innocents, je le dirais simplement. Parce que venait d'être faite ces jours-ci. Nous avions remarqué qu'il y avait quand même, je ne sais pas, 58 et quelques personnes. Mais écoutez, une cinquantaine de personnes qui ont été attrapées en flagrant délit dans les bars, dans les lieux de justice. Ils n'ont pas été dans les hôtels pour voir les ministres qui amènent des femmes dans les hôtels. Voyez, non, c'est pas sérieux. Donc, nous avons affaire à ce type de gouvernement-là. Nous ne faisons pas confiance à ce type de gouvernement et les Congolais ne font pas confiance à ce type de gouvernement. Les Congolais aujourd'hui, tout ce qui est important aujourd'hui, c'est leur pain, défendre leur pain demain, que les retraités soient payés et que tout l'argent qui a été volé par la famille Nguesso, tout ce monde-là, soit rapatrié au Congo pour que l'on reconstruise ce Congo-là. Donc pour cela,
Est-ce qu'il faut suivre l'exemple de l'Angola, le gouvernement angolais qui demande aujourd'hui au gouvernement américain de l'aider à rapatrier les fonds des Angolais qui ont fait des détournements des fonds publics? C'est notre démarche, vous savez. Aujourd'hui, je vous le dis parce que tout ce monde-là qui arrive aujourd'hui, nous avons eu des contacts parfois avec eux. Donc, on en a parlé souvent. Aujourd'hui, au Mali, là, vous avez une ministre des Affaires étrangères que nous avons travaillé aux États-Unis ici, aux États-Unis et au Canada. Donc, on a toujours eu ces idées-là. Et moi, je crois que ça se fait en Angola, ça se fait au Congo. Parce que nous sommes dans cette démarche-là pour redonner une dignité à l'Afrique. Donc ça se fera, et que les Congolais soient confiants que leur s'arrêtera un jour. Mais ce jour-là, c'est d'abord faire partir M. Sassou Nguesso. Les salaires venaient d'être payés ces jours-ci. Mais lorsque je vous entends dans vos discours, vous dites que Sassou ne paye pas les salaires. Je suis toujours en contact avec des amis qui sont là-bas au pays. Ils en perçoivent quand même. Monsieur Odilon, franchement, là... vous êtes bien gentil, mais je serais quand même sévère avec vous parce que vous vous moquez des Congolais. Donc, non, parce que, écoutez, franchement, un salaire, c'est un dû. Oui. Vous voyez, vous êtes ici au Canada, vous travaillez, la fin du mois, même s'il y a un décalage de 2 heures que vous n'avez pas votre argent autant voulu, ben, ça, vous avez le droit de porter plainte, vous avez le droit de se faire ceci. Donc, le salaire n'arrive comme ça. Mais il faut dire simplement combien de mois M. Sassou Nguesso doit. Mais quand vous avez des loyers que vous payez, mais quand vous amène un salaire, mais ça ne sera même pas... ça dit que la personne n'arrive même pas avec cet argent à la maison. Oui. Il doit les payer les loyers, il doit payer ses dettes. Parce qu'en temps, ils ont mangé. Ils ont mangé à crédit. Donc, M. Sassou Nguesso se moque des gens. Parce que aujourd'hui, dans les maisons des Sassou Nguesso, des Bouya, tout ce monde-là, il y a de l'argent pour l'État congolais. Oui. Alors, donc, ils peuvent, avec cet argent-là, s'ils sont assez intelligents, même relancer une partie de l'économie sans vouloir aller se rabaisser comme ça se fait là au FMI. Donc, moi, je crois que pour ça, je le dis et je le cite maintes fois, notre devoir, et nous avons mené des rencontres, nous sommes en contact avec des gens qui vont nous aider. Aujourd'hui, l'Angola le fait, d'autres pays le font, ça c'est systématique, et nous le ferons systématiquement. D'accord. Et puisque on parle aussi de la situation, puisque nous parlons effectivement de la population congolaise là-bas au niveau du Congo-Brazzaville, il paraît qu'il y a maintenant un phénomène des examens payants du CEP, PAC et même le CP. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je reviens simplement, vous voyez. Vous dites que M. Sonko a payé les salaires, vous voyez. Mais on paye 10 mois après, vous voyez. Et ils reviennent parce qu'ils pensent qu'ils doivent piller, ça j'appelle ça piller, parce que cet argent qu'ils veulent taxer aux élèves congolais, ce ne sera pas pour l'État congolais. Ça sera pour que ça aille dans les poches de la famille de M. Sassou Nguesso, que ça aille dans les poches des dignitaires du pouvoir aujourd'hui. Parce qu'on n'en a pas besoin. C'est l'État qui paye les fonctionnaires pour faire les examens. Donc, qu'on nous dise où va aller cet argent-là. Voyez. Donc, moi je crois que ça c'est vraiment, comme on dit, M. Sassou Nguesso patine parce qu'il n'a pas d'autre solution, et qu'il comprenne simplement la seule solution pour lui, s'il veut aider les Congolais, c'est partir. Et partir de sa propre volonté aussi, nous le conseillons. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il soit humilié. Hein. Voilà. Donc moi je crois que pour le CEP, le BPC, le bac, c'est gratuit, parce que c'est la fonction publique qui le fait. Et ça, je trouve que c'est intolérable, parce que nous savons déjà où ira cet argent. Voyez. Donc ça ne sert à rien de taxer les Congolais. Les salaires ne sont pas payés et on veut les taxer. Ce n'est pas normal. D'accord. Et que pensez-vous donc des inondations? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des inondations au niveau du pays, on dit toujours que c'est l'échec du gouvernement, mais ça sont des faits naturels. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai suivi dans certaines interventions. Vous vous attaquez surtout, les opposants, vous attaquez souvent au gouvernement lorsqu'il y a une petite inondation, lorsqu'il y a des dégâts matériaux et autres. Est-ce que, quelque part, on le voit aussi au niveau de l'Occident? Il n'y a pas très longtemps, dans l'état de la Floride,
il y a eu en fait une catastrophe naturelle et tout, et on a eu des dégâts qui se sont passés. Donc ce n'est pas forcément la faute du gouvernement lorsque ces choses arrivent. Non, vous savez, aujourd'hui vous dites que nous on crie, on fait, mais tout est planifié. Vous voyez, on n'arrive pas au pouvoir simplement comme ça. Il faut planifier, il y a des projets qui se font. Si on le dit, c'est parce que le pouvoir de M. Sassou Nguesso, les gouvernements de société de M. Sassou Nguesso n'ont pas planifié cela. Hein? Planifier quoi? Bien planifier l'urbanisation. Vous voyez, on ne peut pas construire comme ça et faire des canalisations où vous savez que nous sommes dans un pays fluvial, donc ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Hein, et c'est des grandes pluies. Vous arrivez à faire des canalisations pour faire passer une petite quantité d'eau alors que il pleut énormément. Donc moi je crois que c'est des gens qui n'ont pas de projet pour le Congo, et même malgré les 20 ans qu'ils ont fait, ils n'ont pas cherché à faire le meilleur. Voyez. Donc aujourd'hui nous sommes là, c'est l'effet, monsieur. Parce que l'urbanisation, ça s'est étendu aujourd'hui. Hein, donc on a demandé, on a donné des terres à certaines personnes où juste pour faire plaisir, mais on savait bien que sur ces terres-là, on ne pouvait pas implanter, il ne pouvait pas y avoir de maisons. Donc, M. Sassou Nguesso s'en fout éperdument, parce que lui, ce qui compte, c'est le présent. Il compte le nombre de jours. Hein. Mais l'avenir, c'est pas M. Sassou Nguesso n'a pas de projet à venir pour le Congo. Sinon, simplement, ça devait se faire. Il y a des gens au pays, au Congo, qui ont fait des études, qui ont travaillé pour ça, qui pouvaient vraiment faire des plans. Mais que ça soit comme ça, à la va-vite comme ça, on retombe là. Monsieur Nzaba, moi je crois que c'est un problème qu'on retrouve un peu partout au niveau de l'Afrique subsaharienne. Non, monsieur, mais écoutez, le problème depuis les indépendances. Est-ce qu'à vous entendre parler, est-ce qu'il faut, je dirais, déplacer la capitale? Parce que il y a quelque chose qui avait été raté depuis l'indépendance. Vous avez remarqué que même ici en Occident, que ce soit dans d'autres pays modernisés, avant de construire une ville, il y a d'abord les canalisations qui sont faites, l'étude du terrain et tout. Aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, ou bien à l'allure où les choses se déroulent au Congo, ça ne peut pas marcher. Dites-nous s'il faut déplacer la capitale ou pas. Non, il n'y a pas à déplacer la capitale. Les canalisations aujourd'hui, c'est prioritaire. Vous imaginez, le Congo, il y a des propriétés qui sont sur les canalisations. Voyez. Et les gens ne peuvent même pas faire ce travail-là parce qu'il y a un dignitaire qui a construit sa maison-là. Mais vous savez bien comment ça se passe au Congo. Donc, que ça soit ici au Canada, nous à Paris là-bas, mais écoutez, c'est des vieilles capitales. Mais chaque fois, le programme urbain évolue par rapport à la population. Donc ça, il faut tenir compte. C'est des mathématiques. Mais que tout le monde doit savoir. Est-ce que nous avons des bons spécialistes d'urbanisation au niveau du Congo? Mais vous le savez bien. Il y a des gens qui ont appris ici. Mais simplement, M. Sassou Nguesso ne fait pas confiance. Hein? M. Sassou Nguesso ne s'occupe pas de ça. Et c'est des gens qui, parfois, décident. Hein? On décide de construire quelque chose là, même si le maître du chef-d'œuvre donne son opposition. Donc, moi, je crois que c'est propre à M. Sassou Nguesso qui ne veut pas que le Congo aille de l'avant. Parce que ça, c'est fait sciemment. Il a fait 20 ans et il connaît assez bien, parce que M. Sassou connaît les Congolais, il connaît assez bien les Congolais, il sait bien qu'il y a des bons architectes qui sont au Congo, qui peuvent faire ce travail-là. Et même ici, s'il veut, il peut prendre les meilleurs. Vous voyez, on a les moyens qu'il faut. Donc, M. Sassou Nguesso fait ce qu'il veut, parce que pour lui, le Congo n'a pas d'avenir. Et ça, c'est depuis longtemps, il faut que les Congolais le comprennent. C'est fait sciemment. Mais vous n'avez pas peur à chaque fois que vous critiquez le pouvoir comme ça, parce que nous avons vu que le général Mbaou a subi donc une tentative d'assassinat, et aujourd'hui on voit que c'est M. Bernard Pongui qui reçoit donc des menaces de façon ouverte, des menaces d'assassinat, et il y a plein d'autres aussi au niveau de l'Europe qui reçoivent aussi les mêmes menaces, nous avons vu avec M. Nitou. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans cette opposition lorsque vous êtes en permanence menacé comme ça? Écoutez, ça je vous le dis, nous menons un combat pour les Congolais. Oui. Et dans ce combat... Et donc vous vous sacrifiez?
on mène le combat. Mais si c'est au sacrifice, au prix du sacrifice, ben, ça se fera. Il y en a qui sont partis. Hein, je l'ai toujours dit, aujourd'hui je peux partir, mais M. Sassou Nguesso sait que demain il y aura quelqu'un qui peut faire mieux que moi. Voyez. Donc au moins dans cette génération-là que nous sommes là, il y a des gens qui sont déterminés. Et c'est pas ces menaces-là qui nous font tous les jours. On occupe les durs des freins, on fait des choses. Il y a toujours ces choses-là. J'ai souvent eu le général Mbaou, ben, lui, quand vous le voyez, il ne se protège pas. Parce qu'il sait que même s'il meurt, ça ne sera pas la fin du combat. Voyez. Donc, nous menons des combats et on ne peut rien. Vous savez un peu comment nous sommes en France là-bas. Ce sont les services secrets français qui mènent ce travail-là contre nous. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait de telle sorte qu'il ne nous arrive rien. Bon, c'est vrai que le général Mbawa a reçu des balles, il a dit qu'il y a beaucoup portant. Mais même là aussi, on avait interpellé le gouvernement français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il commence à chercher des boucs émissaires, tout ça. Donc, moi, je crois que nous allons continuer et ce n'est pas cela qui va nous faire peur. Parce que nous voulons que le Congo marche. Si nous pouvons sortir de l'argent de notre poche pour aller au Canada, pour faire ceci, pour si les Congolais qui nous voient, nous donnent certains moyens, ou bien nous payent des hôtels, ou bien, vous voyez, c'est parce que les gens y croient. Et nous ne pouvons pas les décourager, voyez, parce qu'il y a toujours des gens qui sont en avant, et même si les choses se passent autrement, je vous jure que le combat ne s'arrêtera pas. Alors, si vous ne vous sentez pas en sécurité parfois, pendant vos séjours, vos déplacements, que ce soit au niveau de l'Europe ou ici en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde, mais est-ce que vous êtes là, en fait, les seules personnes à avoir peur? Parce que nous avons remarqué qu'aujourd'hui, je vais faire un lien avec ce qui se passe un peu actuellement au Congo, avec la dette de 25 millions de dollars américain que le gouvernement, je ne sais pas, est-ce que c'est le gouvernement ou c'est la garde présidentielle ou c'est le président Sassou lui-même qui doit à cette garde israélienne qui le protège. Est-ce que c'est pour dire aussi en quelque sorte que le président n'a pas confiance en cette armée, que le président n'a pas confiance en ses généraux? Parce que pour une république qui a une armée, dit de ce nom, une armée, une véritable armée, je ne dis pas que c'est une mauvaise armée, mais dans une république où on a plein de généraux, je crois bien que ce sont ces généraux-là qui devraient assurer la sécurité du président de la République et non d'aller prendre les étrangers pour protéger le président. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une sorte d'insulte à cette armée? Non, vous savez, moi je vous le dis très sincèrement, M. Sassou, je l'ai toujours dit et je le répète, M. Sassou a eu affaire à une certaine génération qui a eu peur de M. Sassou Nguesso. Mais nous n'avons pas du tout peur de M. Sassou Nguesso. Parce que nous l'avons bravé partout et il le sait très 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 bien. Donc ça ne s'arrêtera pas demain. Mais nous avons aussi bien compris et nous connaissons aujourd'hui très bien M. Sassou Nguesso que c'est un homme instable, c'est un homme aujourd'hui qui a peur pour son voisinage, qui a peur pour son fils, qui a peur pour tout le monde. Donc il prend toutes les précautions. Vous voyez là par exemple, malgré qu'il a cette garde présidentielle-là, il finance encore une autre garde que les Israéliens sont en train d'entraîner. Mais comme aujourd'hui, il n'a pas de moyens. Tout ce qu'on a fait, on a bloqué partout, il n'y a pas de moyens. Donc 25 millions de dollars, c'est rien normalement, vous voyez, pour un État comme ça. Mais comme il fait ces choses, il les fait à sa tête. Ben, aujourd'hui, cette dette-là est là. Il doit payer les 25 millions à Israël. Et ça fait aussi un ennemi de plus. Ça fait, vous voyez. Donc, moi, je crois que M. Sassou Nguesso n'a jamais confiance en personne. Et les généraux qu'il a fait, il savait bien que c'est... Il n'a pas tort du tout. Pour sa propre sécurité aussi, il faut se méfier. La confiance n'exclut pas. Non, mais attendez, il y a un homme du pouvoir, quand on est au pouvoir, on fait confiance à son peuple. Et quand on le fait confiance, si vraiment vous n'avez pas d'autre arrière-pensée, les choses se passent très très bien. Il sait pourquoi il le fait. Mais non, parce que c'est un assassin, c'est un voleur, c'est parce qu'il a des choses qu'il cache. Voyez. Donc à tout moment, il est obligé de renouveler, de changer des relations, de faire ou ne plus faire confiance à d'autres personnes. Mais ça, c'est le problème de M. Sassou Nguesso. Nous savons que le jour où les choses se passeront, il partira simplement comme ça par un coup de sifflet. Donc, ça aussi nous le savons. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ne croit pas à sa garde présidentielle. Donc, il a peur, moi je dirais, la peur de son côté, pas de l'autre.
Parce que nous savons que nous menons ce combat, et ce combat est loyal, ce combat est noble. On ne cherche pas à tricher avec le peuple congolais, donc nous avons cette puissance-là que nous avons du peuple congolais, et c'est pour ça peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à nous atteindre. D'accord, on va essayer un peu de parler de la francophonie, puisque ça fait un peu jazzy, comme on dit souvent au Québec. Nous avons vu que de nombreux pays, surtout les pays francophones, ont été invités à ce sommet de francophonie. Est-ce que, à vous entendre parler, parce que vous dites un peu, en quelque sorte, qu'il y a une sorte de complicité entre les États colonialistes, et est-ce que la francophonie vous apporte au moins quelque chose au niveau du développement économique, au niveau des résolutions des conflits? Est-ce que cette francophonie a encore sa place aujourd'hui pour le Congo? Bon, vous voyez, aujourd'hui, le problème de la francophonie, le problème de la France et ses colonies, c'est que la France s'est toujours comportée comme le pays colonisateur. Donc, malgré France, vos indépendances? Non, mais il n'y a pas d'indépendance. Vous savez bien, moi, depuis plus de 5 ans, je ne participe plus à la fête d'indépendance parce que nous savons bien qu'il y a eu des accords pendant l'indépendance qui nous empêchent d'évoluer. On ne peut pas nommer un chef d'état-major sans l'avis de la France. On ne peut pas nommer un ministre de l'économie sans l'avis de la France. On ne peut pas nommer un premier ministre sans l'avis de la France. On ne peut pas nommer un ministre de la Défense sans l'accord de la France. Et en passant, le président de la République. Voyez, donc il n'y a pas d'indépendance. Donc moi je crois que la francophonie aurait sa place parce que si on tourne, si on change de manière de faire, il faut aujourd'hui penser économie et non penser politique. Parce que nous avons en face, de l'autre côté, les anglophones qui se regroupent dans le Commonwealth. Vous savez comment ça se passe. Et ça marche bien parce que c'est sur la base économique. Voyez. Donc, si nous déjà... chez vous, c'est sur une base linguistique, le renforcement de la langue française? Mais que les gens ne comprennent même pas. Parce que qu'est-ce que ça nous apporte? Voyez? Quel est le soutien que la francophonie apporte à nos écoles? Les Africains parlent beaucoup plus français. Mais parler français. Et non leur langue nationale. Mais écoutez, c'est simplement ça. Mais ces Africains-là, il faut qu'ils soient porteurs de messages vers les autres pays. Mais il faut qu'ils aient une éducation. Qu'est-ce que la francophonie apporte à cela? Voyez. Donc, chez nous, les rentrées sont toujours difficiles. Il n'y a pas un programme fait avec la francophonie. Mais moi, je dis simplement que si jamais nous arrivons à la direction de ce pays-là, on va le tourner. C'est parce qu'il faut qu'on change. Vous allez sortir de la francophonie? Non, on ne sort pas. Le Rwanda est revenu. On ne sort pas, mais on va faire à ce que ça soit tourné vers l'économie simplement. Voyez, parce que nous avons besoin que nos matières premières soient vendues, nous avons besoin que notre économie redémarre. Et à part le pétrole, nous avons d'autres choses à montrer à la francophonie, et la francophonie doit défendre ce marché-là. On crée ce marché, et je crois que les Africains, les francophones vont se retrouver. Mais aujourd'hui, il y a une réunion de la francophonie, mais quel est appelé le Congo? Personne n'est au courant. Voyez. Il y a des choses qui se passent là-bas, on décide donc chaque fois, on parle de nomination, on parle de ceci, mais la grande partie de la francophonie qui est représentée dans le monde, on ne sait pas ce qui se passe. Je vais vous poser certainement une question qui fâche, mais je ne sais pas si ça fâche. Pourquoi est-ce que vous, les Africains, je sais que je suis un afro aussi, mais c'est ce que certains vous reprochent, vous ne faites jamais la promotion de vos langues nationales. Vous faites que la promotion du français avec ce renforcement de la francophonie au niveau des pays africains. Nous avons vu qu'au niveau des pays comme la Russie, des pays comme la Chine, ils enseignent les mathématiques, les sciences et autres dans leur langue, dans les universités. Quand est-ce que vous, les Africains, je sais que je suis d'origine africaine, mais quand est-ce que les Africains prendront moins conscience qu'il faut faire d'abord la promotion de leur propre langue pour pouvoir ou bien essayer de développer aussi le pays? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est incapable de comprendre quelque chose, même déjà dans sa propre langue, comment le comprendre en français qui n'est pas sa langue? Monsieur, est-ce que ce n'est pas aussi un frein? Oui, je reviens simplement tout à l'heure, comme je vous ai dit. Nous sommes encore sous le joug colonial, vous voyez.
Donc il y a des choses que ça si vous êtes un ministre de l'Intérieur, vous décidez de l'Éducation nationale, vous décidez ça devant notre parti. Parce que la France va donner son veto. Ouais, donc je crois que les combats que nous menons, tant de combats pour que nous soyons libres, ça conduira à cela. Parce que nous devons mettre en avant ces langues-là, qu'il y ait des gens qui se retrouvent, qui les défendent comme ça se fait dans d'autres pays. Donc je crois que les combats que nous menons vont nous amener à cela. Donc aujourd'hui, c'est cette étape-là où nous nous battons contre M. Sassou Nguesso. Mais vous savez, comme je le dis toujours, on se bat contre M. Sassou Nguesso, mais on se bat contre le colonisateur Sassou Nguesso et de la France. Donc le combat est énorme. Donc ce qui fait dire que même si aujourd'hui M. Sassou Nguesso part, nous devrons continuer ce combat-là pour que le Congolais retrouve sa dignité et qu'on mette en place tout ce que vous préconisez. Donc je crois que tout ça est possible et je vous le dis, dans certaines réflexions qu'on voit avec certains groupes de travail, ils le font. Ils le font. Donc ça, c'est des sujets qui arriveront parce que on en parle aujourd'hui et demain, si les choses s'arrangent en notre faveur, ben, on le fera. D'accord. Donc nous allons pratiquement vers la fin de cette émission. J'avais juste une dernière question d'ordre économique. Avec la reprise de la société IKER, je vois que les Congolais, j'ai vu des vidéos sur le net, les gens sont contents d'avoir un peu cette fierté nationale, ces avions qui représentent un peu la fierté nationale où les Congolais pourront donc se déplacer comme ils veulent, du nord comme au sud, sans problème. Alors moi j'aimerais un peu savoir votre point de vue par rapport à ces situations-là. Est-ce que c'est pas déjà un pas vers l'avant? Ben, écoutez, moi très franchement, ça ne peut être qu'une fierté, vous voyez, parce que même si on n'aime pas M. Sassou Nguesso, mais quand il y a eu cette affaire d'IKER, tout le monde était content, disait bon, aujourd'hui, on va voir un peu. Mais toujours dans des problèmes de gestion. Ça veut dire que M. Sassou Nguesso, il est incapable de faire ça, donc il faut donner cette charge-là à l'Éthiopie. Ben, écoutez, tant que ça peut rendre service à la population congolaise, je pense que nous pouvons soutenir cela. Mais simplement, vous savez que quand l'argent arrive, le Congolais, c'est là où le Congolais se manifeste. Hein, et souvent, quand il s'agit de la part du Congo, on n'arrive jamais à faire les choses comme il faut. Donc, je crois que quand on a commis de telles erreurs, alors qu'il y avait l'argent, alors qu'il y avait des voyageurs, alors qu'il y avait des choses qui commençaient à marcher, mais que les gens puisent toujours dans les caisses des compagnies comme ça, il n'y a pas une personne qui est arrêtée, tout le monde va et ça se passe comme ça normalement. Donc, je crois qu'il faut tirer les leçons simplement pour dire que M. Sassou Nguesso doit se dire, bon, bientôt il va partir. Mais qu'il laisse au moins quelque chose, vous voyez, où on pourra dire, ah, mais ça au moins il l'avait fait. Mais ça quand même, j'en appelle à sa sagesse. Donc je crois qu'il faut continuer, il faut faire à ce que toutes ces industries-là qui peuvent apporter un peu de souffle aux Congolais, ben, que ça se fasse. Quelque part vous les soutenez, c'est bien. Non, c'est pas soutenir, je dis simplement... Mais reconnaître les bonnes actions. Mais écoutez, moi je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit que si M. Sassou Nguesso faisait les bonnes choses, très franchement, moi je ne serais pas là déjà premièrement. Ah oui. Je serais peut-être en train de faire mon agriculture, je serais en train de travailler, je serais en train de faire autre chose. Vous voyez, c'est ce que nous voulons, libérer le Congo pour que chacun fasse ce qu'il veut. Mais au Congo, dès que vous vendez même la tomate, vous êtes embêté. Hein? Vous vendez quelque chose dans la rue, on vient, les taxes même pas les taxes, aujourd'hui on vous tue. Vous voyez, ils n'ont plus peur des taxes, mais parce qu'on va vous dire que non, à 20h ou à 18h, vous n'avez plus le droit d'être dehors. Alors que c'est à cette heure-là que vous faites le plus de chiffre d'affaires. Vous voyez. Donc, je crois que M. Sassou doit permettre à cette jeunesse-là, vraiment, qui l'a fait tant mal, d'essayer de respirer parce qu'il ne demande rien que la liberté. Il ne demande rien que faire ces petits commerces, faire ce qu'ils ont à faire pour qu'ils ne soient pas pillés par les fonctionnaires, les policiers, tout ça. Donc, moi, je suis une personne, quand les choses sont bien faites, je félicite. Et aujourd'hui, si je condamne ce retard-là, parce que je suppose qu'on devait être plus avancé que ça. Et si c'est lui qui le faisait, vraiment, mais je dirais bravo. Et on avancerait, il n'y aurait pas de problème.
Voyez. Et là, je vois que le discours a changé un tout petit peu. C'est bien vers le dialogue que prend. Non, c'est pas le dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, M. Sassou Nguesso. Non, on revient. Nous sommes de la résistance et nous sommes fermes. Il n'y a pas de dialogue avec M. Sassou Nguesso parce que il ne mettra jamais en œuvre ce que nous allons demander. Les simples choses que nous allons demander pour le Congo, il ne mettra pas en œuvre. Tout ce qu'il voudra, c'est nous empoisonner. Tout ce qu'il voudra, c'est nous malmener. Tout ce qu'il voudra. Vous voyez, nous connaissons M. Sassou Nguesso. Il y en a qui sont arrivés là pour le dialogue, qui ont été avec lui. Ils ont été humiliés. Vous voyez. Et c'est tout ce que M. Sassou Nguesso sait faire. Il n'a pas d'amis. Vous voyez. Tout ce qu'il sait, c'est faire du mal, marcher sur les gens, alors que, et il est en difficulté, certaines personnes pouvaient lui apporter de l'aide. Voilà, mais il refuse toujours ça, il voit le danger partout, mais c'est tout ça qui le conduira, c'est tout ça qui l'amènera. Ah, d'accord. Merci, c'est sur ces mots que nous allons donc clore cette émission, à moins que M. John Benit-Dzaba ait quelque chose à dire à ses futurs membres. De l'Amérique du Nord, puisque l'objectif c'était aussi ça, s'installer en Amérique du Nord petit à petit, prendre des contacts et tout. Si vous avez un message à passer à toutes ces personnes qui voudront bien sûr intégrer ou soit encore adhérer à votre mouvement, ben, ils vous écoutent. Ben, écoutez, franchement, je remercie déjà. Ça fait la deuxième fois que je viens au Canada. Souvent, nous nous sommes arrêtés aux États-Unis parce que les intérêts nous conduisaient là-bas. Et aujourd'hui, franchement, comme je l'ai dit, je suis passé un peu partout. Il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui respectent le combat que nous menons. Donc, à tout ce monde-là qui comprennent que les enjeux sont assez élevés, je leur dis simplement que le combat est le nôtre et qu'on a besoin d'eux pour leur rapport et qu'ils s'investissent aussi dorénavant. Parce que ce n'est pas simplement voir ici les Bernard Pongui, les Goma, les Samba, tout ce monde-là, mais qu'il y ait encore d'autres qui s'ajoutent pour mener plus de poids. Pour donner plus de poids parce que nous sommes presque au bout de notre combat et je crois que nous avons besoin de beaucoup d'éléments. Nous avons besoin des gens qui vont apporter un nouveau souffle au Congo, que ce soit économiquement. Ça, je l'ai vu ici parce que il ne faut pas le cacher. Il y a plein de personnes, il y a beaucoup de personnes ici, des Congolais, qui sont des chefs d'entreprise, il y a des médecins, il y a vraiment de tout, même ceux qui font du travail. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont diplômés, mais bon, malheureusement qui font certains travaux. Non. Et aujourd'hui, quand on parle avec eux, ils ont certains projets, chacun dit, le jour ça ira, je ferai ça pour le Congo. Non, gardez ces projets et mettons-nous dans cette lutte-là pour que nous faisons partie de M. Sassou Nguesso. Prenons les contacts qu'il faut et je crois que les choses marcheront et vous ne serez pas dessus. Donc, moi, je reviendrai d'ici là pour rencontrer un peu tout ce monde-là et discuter parce qu'il faut que chacun de nous apporte du sien. Et c'est là qui va aider le Congo pour que nous ne soyons pas en retard et nous puissions redresser ce pays-là. Donc, vraiment, j'encourage tous ceux qui m'ont appelé. Il y en a que je n'ai pas pu rencontrer. Et les choses se feront. On reviendra avec d'autres personnes. Et on va faire à ce qu'on puisse se retrouver et puis discuter et nous engager sur certaines choses à faire. Merci beaucoup, mon cher Odilon. Et ce passage au Canada, je le tenais à cœur. Vous avez tout fait pour que nous puissions nous rencontrer. Ah ouais. Vraiment, c'est un grand plaisir. Et moi, j'encourage le travail que vous faites. Et vous ne savez pas, je l'ai dit tout à l'heure, que le Congo, vous apportez beaucoup au Congo parce que vous arrivez à éclairer les Congolais. Donc, c'est tout ça le combat. Donc, je vous encourage et j'espère que vous serez toujours avec nous. Merci. Merci, chers internautes. Vous avez été nombreux à suivre cette émission, votre émission Œil sur la politique. Comme je le dis toujours, nous avons un œil sur tous les mouvements des politiciens, que ce soit de l'opposition, de la mouvance présidentielle ou bien de ceux qui se réclament du centre. Donc nous avons toujours un œil sur leurs projets, sur leurs activités pour essayer un peu d'éclairer la population, d'apporter un peu de la lumière à certaines choses
que la population ne maîtrise pas. Et donc, ça, c'est notre rôle, le rôle des médias, d'informer la population. Et donc, c'est par ces mots que nous allons donc vous prendre congé et à nous revoir donc à la prochaine occasion. Merci beaucoup.